Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Vous l'avez vu dans le titre, Octobre Rouge. Alors Octobre Rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Alors dans l'inconscient collectif, il y a souvent deux références. La première référence est au féminin, c'est évidemment le film adapté du roman de Michael Crichton, À la poursuite d'Octobre Rouge. Ce fameux film du début des années 90 avec Sean Connery et Alec Baldwin, qui à la limite resterait presque d'actualité dans ce sens où, je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est l'histoire d'un commandant russe d'un sous-marin nucléaire nouvelle génération qui décide de passer à l'ouest. Michael Crichton, d'ailleurs, qui est un auteur assez prolifique et qui a souvent été adapté au cinéma, a souvent d'ailleurs fait des romans, fiction, mais fiction avec quand même des références liées à des situations géopolitiques de leur époque au moment où il a écrit ses livres, même s'il a fait d'autres livres d'anticipation. Mais en règle générale, ce qui a fait la qualité de Michael Crichton, c'est le fait que dans ses romans, il incrémente quand même des éléments de réalité, d'évolution technologique, d'évolution de mentalité, d'évolution de société, d'évolution de géopolitique. Donc voilà la première référence quand on parle d'Octobre Rouge. Octobre Rouge, évidemment, historiquement parlant, c'est évidemment la référence de la révolution russe d'octobre de 1917. Je ne vais pas refaire l'histoire. Non, Octobre Rouge, tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, depuis une semaine, il circule certaines informations de la part de gens qui ne sont pas des gens, je dirais, à proprement parler, alignés, qui, lorsqu'on regarde leur profil, lorsqu'on regarde ce qu'ils tweetent en général, sont des informations qui sont plutôt en concordance avec une certaine analyse cohérente et réaliste, mais qui nous avertissent. Ils nous avertissent de quoi? Eh bien, ils nous avertissent qu'apparemment, selon eux, je dis bien selon eux, le mois d'octobre, il va se passer un événement important. Un événement qui va bouleverser l'ensemble même de ce déséquilibre mondial qui est en train de se produire sous vos yeux. Évidemment, ces gens font tous référence à l'Ukraine. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques scénarios, quelques éléments d'anticipation. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Si ça se trouve, il ne va absolument rien se passer. Mais, au moins, peut-être que nous serons déjà alertes de l'évolution de la situation. Comme vous le savez, si nous faisons un peu appel à un raisonnement logique, il n'y a absolument aucun intérêt pour l'Occident de mettre le doigt officiellement dans ce conflit ukrainien. Parce que, même si à plusieurs reprises, depuis ces 30 ou 40 dernières années, que ce soit les Américains, que ce soit par le biais de l'OTAN, les Occidentaux sont intervenus dans un certain nombre de conflits, mais des conflits qui opposaient deux entités sur lesquelles nous avons une certaine suprématie militaire. Ce sont en général des pays qui n'ont pas l'arme nucléaire. Sinon, force est de constater qu'en règle générale, si tout d'un coup nous avons des conflits avec des pays qui sont armés, nucléairement parlant, eh bien en règle générale on essaie d'être un petit peu plus souple. Je rappelle, avec la guerre en Afghanistan, cette lutte fratricide, cette croisade contre le terrorisme d'Al-Qaïda, les Américains à un moment donné se sont un petit peu frités avec le Pakistan. Or, le Pakistan est un pays nucléarisé. Donc on a essayé de faire les choses de façon modérée, on a temporisé, excusez du peu, pour éviter de dire, bon voilà, non, vous êtes un allié, vous êtes un ami, etc. Mais voilà, on a un petit différend, donc il faut qu'on le règle diplomatiquement. Ce qui n'a été le cas avec la Russie, jusqu'à un certain point. Jusqu'à un moment donné où Poutine a commencé à dire non, je ne suis pas d'accord,
suis pas d'accord de vous suivre les yeux fermés dans vos politiques, dans vos croisades, dans votre mondialisme. Puisque, je rappelle, pour ceux qui sont dans cet état d'esprit de considérer Poutine comme un con, comme un dictateur, comme un diable, Poutine n'a jamais été contre le mondialisme. Poutine n'a jamais été contre le globalisme. Seulement, il est arrivé un moment où il a demandé à avoir sa juste place dans l'orchestration de ce nouvel ordre mondial. Sauf que Washington, ils ont dit non, tu vas te faire foutre. C'est soit tu te soumets, ou on va te faire chier, on va t'emmerder. Donc Poutine a dit, ok, pas de problème, j'ai compris le message. Voilà, tout est là. Tout est là. Ce qui a fait que, en 2007, Poutine nous a prévenus. Il nous a dit, voilà, moi la Russie, c'est ma patrie, c'est la patrie pour laquelle je défends ses intérêts, je défends les intérêts du peuple, sa souveraineté, son intégrité, sa politique, sa géopolitique, son économie. Mais si jamais vous commencez à vouloir nous casser les couilles, si vous voulez faire de l'ingérence, si vous voulez essayer de me dégager pour finalement peut-être reprendre la Russie et continuer ce que vous avez commencé à faire dans les années 90, eh bien je peux vous assurer que vous allez me trouver. Et si vous me trouvez, ça va mal se passer. On a été prévenu en 2007. Sauf que dans notre assurance de croire que nous avons les capacités de pouvoir modifier, modeler certains pays à notre image, eh bien on s'est rendu compte qu'avec la Russie, comme la Chine, ça devient compliqué. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces pays sont dirigés par des gens qui ont sous leurs doigts un bouton rouge. Oui, il est évident qu'on ne peut pas faire de l'influence, de la modification, comme on le fait dans certains pays, en Amérique latine, en Afrique, ou dans certains pays ex-satellites de l'Union soviétique, sur des pays européens. D'ailleurs, je ferai une petite remarque, c'est que même avec l'arme nucléaire, les Américains ont quand même réussi à faire dégager De Gaulle et à placer leurs pions, des young leaders, à sa place. Il est évident qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point de non-retour. D'ailleurs, un point de non-retour qu'on a déjà dépassé. On l'a dépassé pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a voulu jouer avec le feu, en l'occurrence l'Ukraine. Parce qu'on s'est dissuadé de croire qu'on était capable à un moment donné de faire volte-face. Et ce qui a joué en notre faveur, là je parle des Occidentaux, c'est que l'Ukraine a une culture un peu particulière vis-à-vis de la Russie. Tout comme, d'ailleurs, les Polonais, les Estoniens, les Lituaniens, et un certain nombre de pays tels que la Hongrie, l'ex-Yougoslavie, sont des pays qui ont été quand même relativement sous influence pendant presque 70 ans, sous le joug soviétique. Donc ils ont encore une certaine animosité vis-à-vis des Russes, même si le Russe d'aujourd'hui n'est pas le Russe d'hier, tout comme l'Allemand d'aujourd'hui n'est pas l'Allemand d'hier. Sauf qu'évidemment, suivant les intérêts sémantiques que l'on a besoin d'utiliser dans les médias pour convaincre l'opinion, si ça marche pour l'un, ça ne marche pas forcément pour l'autre. Mais ça, je pense qu'on a compris les codes. Et donc, on a utilisé une certaine haine envers les Russes pour essayer de manipuler, d'orchestrer le fait de pouvoir réussir à faire intégrer l'Ukraine non seulement à l'Union européenne, mais aussi à l'OTAN. Tout en sachant très bien que non seulement l'Ukraine, c'est un pays où la stabilité reste très précaire. Précaire d'un côté parce que c'est un pays comme d'autres pays où il y a de la corruption, il y a des oligarques qui sont souvent liés à des réseaux mafieux, où il existe certaines activités qui sont dénoncées depuis par des organisations humanitaires, des associations,
indépendante. Mais non. On a complètement occulté le fait que jouer avec le feu dans ce genre de pays, à un moment donné, c'est donner des outils à des gens qui vont vouloir régler certains comptes. Et finalement, c'est ce qui s'est passé en Ukraine. C'est qu'on a donné la possibilité à des gens minoritaires d'imposer leurs lois, d'imposer leurs idéologies contre leurs propres compatriotes qui ont ce défaut d'être des russophones. À partir du moment où ils sont russophones, ça veut dire qu'ils sont pro-russes. Donc à partir du moment où vous comprenez ça, vous comprenez la complexité du sujet. Vous comprenez pourquoi on a fermé les yeux sur les idéologies néo-nazis propres à l'Ukraine, au soutien qu'ont pu donner à ces organisations les présidents tels que Poroshenko et plus ou moins aussi Zelensky. On a fermé les yeux sur le fait que Zelensky s'est fait élire avec le soutien d'un oligarque qui est peu fréquentable, que Zelensky avait plus ou moins promis dans sa campagne de réunifier, de pacifier l'Ukraine, ce qu'il a complètement changé. D'ailleurs, il a changé pas mal de positions d'ailleurs. Pour la petite anecdote, par exemple, il faut savoir qu'il existe une loi en Ukraine qui interdit de vendre les terres agricoles à des organismes étrangers. Que cela ne tienne, certains organismes étrangers sont passés par d'autres voies, c'est-à-dire qu'on signait des contrats exclusifs avec des corporations agricoles pour utiliser leurs produits. D'où la raison pour laquelle aujourd'hui en Ukraine, un grand nombre de champs sont cultivés avec des OGM. Des OGM qui sont des brevets essentiellement de compagnies américaines, dont Monsanto par exemple. Eh bien Zelensky a présenté un projet de loi lorsqu'il a été élu au Parlement de la Rada pour abroger la loi qui interdit la vente des terres agricoles à des compagnies étrangères. Donc, quand on affirme que Zelensky est la marionnette de l'Occident, c'est pas faux. Et donc, à partir du moment où c'est la marionnette de l'Occident, quand on s'appelle Vladimir Poutine, qu'on sait que l'Ukraine a des frontières et qu'avec un tel président, il y a un risque majeur à ce que l'OTAN vienne s'installer à ses frontières, eh bien, il va tout faire pour éviter cela. Il va soutenir les communautés russophones ukrainiennes, ce qui évidemment va déplaire, va alimenter le feu de la haine qu'il y a d'une minorité d'Ukrainiens ukrainophones envers les Ukrainiens russophones. Mais là encore, nous, petits occidentaux, et plus particulièrement la France, pays des droits de l'homme, nous avons fermé les yeux. Pire, nous avons détourné, nous avons censuré, nous avons interdit, nous avons galvaudé, nous avons décrédibilisé tous ceux qui nous rendaient compte que la problématique ukrainienne est une problématique qui implique certains codes, certaines lois, qui vont à l'encontre même de nos valeurs et de nos principes. Et sans prendre parti pour les uns ou les autres, mais simplement de faire un constat de fait. Eh bien ça encore, ça a été balayé, ça a été occulté volontairement, pour convaincre l'opinion et la conditionner à soutenir de façon indéfectible la pauvre Ukraine de Kiev. Soutenir Zelensky, soutenir les Ukrainiens. Ce qui fait que tous ceux qui ont mis des petits drapeaux ukrainiens sur leur compte Twitter, on peut estimer qu'il y en a au moins les 2/3 qui, avant l'attaque russe du 28 février, étaient incapables de mettre un doigt sur ce territoire, sur une carte du monde. Malheureusement, quand on a réussi à forger au sein de nos sociétés occidentales des hypersensibles, force est de constater qu'ils sont les premiers petits idiots utiles à vouloir opérer pour essayer de jouer justement le jeu idéologique de ceux qui veulent essayer de manipuler les cartes. Donc cette situation, aujourd'hui, c'est que la Russie a fini par faire ce que l'on croyait qu'elle ne ferait pas, mais si elle l'a fait, c'est qu'il y a bien une raison. Poutine n'est pas un idiot,
Poutine n'est pas un dictateur tel qu'on l'imagine de façon caricaturale. Il l'a fait tout simplement parce que il y a été obligé, il y a été poussé par, justement, ce que par le passé, certains Occidentaux ont essayé d'arranger, de promettre à Poutine, mais qui, au-dessus d'eux, eh bien, ça a été un vulgaire et très cordial bras d'honneur. Et de fait, Poutine défend ses intérêts. Sauf qu'évidemment, Poutine est Poutine. Poutine n'est pas parfait. Poutine a ses défauts. Je dirais même que parfois, même certains défauts sont un petit peu galvaudés parce qu'ils sont conformes à une culture que la plupart des gens ignorent, une culture que la plupart des gens ne veulent pas d'ailleurs apprendre ou connaître, pour garder cette image d'Épinal d'un Poutine dictateur, d'un Poutine qui va nous traîner vers la Troisième Guerre mondiale. Puisque de toute façon, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On est en train de vous faire peur et de vous amener par vous-même à accuser Poutine que si demain Washington décide de lancer un missile nucléaire sur la Russie et que la Russie réponde, ça sera forcément la faute de Poutine. Puisque les États-Unis ont le droit de tirer un missile nucléaire sur la Russie. C'est les amis, c'est les alliés, c'est le pays de la liberté, c'est le pays du monde libre. Sauf que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne d'autant plus pas comme ça qu'on a encore la chance, grâce à Internet, d'avoir des gens qui à un moment donné savent peser le pour et le contre. Et de ce fait, beaucoup de gens, et même des Américains, sont parfaitement conscients qu'aujourd'hui remontent à la surface toutes les manipulations politiques, idéologiques, même religieuses, qui ont amené parfois les peuples à être en soutenance, voire même en concordance, voire même donner leur consentement à des actions qui, au final, au fur et à mesure du temps, se sont considérablement éloignées des arguments d'origine qui ont été utilisés pour convaincre l'opinion du bienfait de l'action. Dois-je rappeler l'Irak et ses fameuses armes de destruction massive, que finalement on n'a jamais trouvées. Dois-je rappeler l'Afghanistan, où on a dégagé les talibans parce qu'ils étaient des alliés d'Al-Qaïda. Est-ce que j'ai besoin de revenir sur ce qu'est aujourd'hui l'Afghanistan ? Que oui, quand les talibans ont repris le pouvoir, on a essayé de négocier avec eux. Alors surtout, ok, on vous laisse reprendre le pouvoir, mais par contre, en matière de droits de l'homme, au niveau des femmes, etc., ce qui serait bien, c'est que... Ouais. Mais non. Progressivement, les talibans sont en train de restaurer ce qu'ils avaient déjà restauré avant qu'on les dégage. Donc si vous voulez, tout ça forcément, c'est des éléments qui font réfléchir. Et qui font réfléchir la plupart des gens de se dire, même si on est en soutenance du peuple ukrainien, même si on n'est pas d'accord sur le fait de l'invasion russe, on est conscient que si jamais, officiellement, nous mettons le doigt en Ukraine, nous risquons une escalade. Nous risquons une escalade où il n'y aurait pas de gagnant. Tout le monde serait perdant. D'autant plus que ce qui est intéressant, c'est de se dire souvent que ceux qui veulent installer le contrôle de masse, la destruction des États-nations, l'ordre mondial, n'ont absolument aucun intérêt à déclencher une troisième guerre mondiale, parce que dans ce cas-là, ils récupéreraient alors des ruines. Petite parenthèse. Je vais vous faire une petite référence un petit peu plus tard, et vous allez comprendre pourquoi je fais cette petite parenthèse, en disant que si en effet, par toute logique, les mondialistes et les globalistes ne tireraient aucun intérêt à ce qu'on fasse tout péter, il y a peut-être par contre une option sur laquelle on mériterait de réfléchir. Fin de la parenthèse. Et donc,
logiquement, le bon sens, la raison, devrait nous amener à un moment donné à voir une certaine détente, essayer de s'installer pour dire, bon, en effet, les Russes ont envahi l'Ukraine, c'est pas bien. La Russie a annexé la Crimée, dont d'ailleurs nous ne reconnaissons pas le fait que la Crimée est russe. Ça, c'est un détail important, vous allez comprendre un peu plus loin pourquoi. Donc la logique voudrait que, en effet, s'il y avait eu des alliances avec l'Ukraine, eh bien nous serions alors aujourd'hui dans une situation exactement la même que celle en 1914. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, tout le monde se déclare la guerre les uns contre les autres. Or, l'Ukraine, l'Ukraine, il n'y a que quelques accords, disons, on va dire, verbaux, non officiels, qui nous permet aujourd'hui d'aider et de soutenir, que ce soit financièrement ou en matériel militaire. Mais tant qu'il n'y a pas de militaires agissant pour le compte d'une armée nationale sur le territoire ukrainien, personne ne peut dire que nous sommes en guerre contre la Russie. Alors certains vont dire oui, mais il y a quand même des unités internationales. Oui, ce sont des unités internationales. Des unités internationales qui sont constituées sur un volontariat. Un volontariat de gens qui ont des nationalités étrangères, mais qui vont agir de leur propre décision, de leur propre chef, au sein d'une unité qu'on appelle l'unité, je crois, l'unité des soldats étrangers, ou la légion étrangère, ou je ne sais plus exactement le terme exact. Mais en règle générale, soit ce sont des individus de par leur action individuelle, ou ce sont parfois des gens qui sont payés par des sociétés de sécurité pour renforcer les rangs de ces unités. C'est souvent le cas d'ailleurs d'un certain nombre d'Américains, des vétérans, des soldats américains, qui n'ont plus rien à voir avec une fonction ou un statut de militaire américain, qui sont indépendants, qui ont été envoyés dans ces unités, alors, comme conseillers ou comme soldats. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui sont restés 2-3 jours et qui, au bout de 3 jours, sont partis. Et sur certains supports, alors des supports complotistes, beaucoup d'entre eux témoignent que c'est le bordel. Que c'est le bordel, que matériellement ça ne suit pas, et que même des fois, ils les envoient au front, mais au front comme un petit peu comme de la chair à canon. Que les mecs, ils veulent bien se battre pour des questions idéologiques, mais pas n'importe comment. D'autant plus que ce sont souvent des soldats, donc des soldats aguerris, qui ont été au feu, qui ont une expérience, et de par cette expérience, aujourd'hui, ils constatent que au sein de l'armée ukrainienne, vous avez des chefs qui font n'importe quoi. Mais encore une fois, c'est le genre d'information, tout de suite, qu'on estampille propagande russe. Donc, ces unités, ce qui est assez amusant, c'est que à partir de 2014, lorsqu'il y a eu le conflit avec le Donbass, on a entendu souvent des gens dire oui, mais de toute façon, il y a des Russes. Il y a des soldats russes parmi les soldats du Donbass. Oui, il y avait des soldats russes, mais c'était des soldats russes exactement comme nous trouvons actuellement du côté ukrainien des soldats français, américains, allemands, suédois, danois, etc. Mais ils n'agissent pas pour le compte de la nation à laquelle ils appartiennent. Sauf qu'on n'a jamais reconnu ce fait, avec le fait que les Russes qui étaient avec le Donbass, avec les républiques de Donetsk et de Lugansk, étaient des Russes, oui, mais des Russes qui agissaient pour le compte de leur propre chef ou de sociétés privées. Alors après, évidemment, sociétés privées payées par qui? Payées par les États. Mais j'ai envie de dire, les Américains qui sont aujourd'hui en train de se battre aux côtés des soldats ukrainiens, qui sont payés par des sociétés privées, il y a bien une commande. Ils satisfont les besoins d'un client. Qui paye la facture? Non mais ça... Mais le fait est, c'est que, souvenez-vous, je vous avais dit dans une vidéo, de toute façon, il y a un moment donné où à force d'envoyer de l'argent et des armes,
il n'y aura pas assez de soldats ukrainiens pour se battre. Récemment, on a vu Zelensky dire que, d'ailleurs c'est aujourd'hui la célébration du jour de l'indépendance de l'Ukraine, et donc Zelensky a fait son petit discours. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est qu'à Nice, ils ont autorisé une manifestation pour célébrer l'indépendance de l'Ukraine. En France, il n'y a qu'en France que c'est bizarre qu'on voit ça. Oh, peut-être un petit peu aussi en Grande-Bretagne aussi. Enfin bref. Et qui a dit qu'il se battrait jusqu'au bout. Ça veut dire quoi jusqu'au bout? Est-ce que ce président a l'intention de se battre jusqu'au dernier Ukrainien? De prendre le risque de la sécurité de son propre peuple pour son ambition maladive de vouloir absolument reconquérir l'Ukraine, alors qu'il n'en a ni les moyens, ni les possibilités, ni les capacités, sans avoir une aide occidentale. Sauf que même cette aide occidentale aujourd'hui, qu'elle soit monétaire ou financière ou matérielle, elle ne suffit pas à arrêter les Russes. Donc on est dans une situation de statu quo. Donc la seule façon de faire évoluer la situation, eh bien, c'est tout simplement qu'on aille guerroyer en Ukraine. C'est-à-dire aider les Ukrainiens à bouter le Russe hors d'Ukraine. D'où ces gesticulations de certains officiers. Je me souviens de cet officier français qui, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, nous a dit que oui, mais si on va en Ukraine, on va se battre contre les Russes qui ont envahi l'Ukraine, mais on ne se bat pas contre la Russie, proprement parlé. Pardon? Quand la Grande-Bretagne a déboulé dans les Malouines contre l'invasion argentine, la Grande-Bretagne a déclaré la guerre à l'Argentine. C'est pas juste, on déboule aux Malouines et on chasse les Argentins, mais les Argentins, on est d'accord, vous restez nos amis, nos copains, c'est juste que on va vous tuer pour libérer les Malouines. Vas-y, prends-moi pour un con aussi. Je vous avais montré aussi ce petit message de cet officier britannique qui nous annonce qu'il faut que les soldats britanniques se préparent psychologiquement et préparent leur famille à éventuellement, possiblement, qu'ils soient envoyés guerroyer quelque part. Et puis, alors ça c'est des choses que je vous avais déjà dit dans ma précédente vidéo, mais là, force est de constater qu'on commence à avoir des propos qui, lorsqu'on essaie de les mettre en parallèle avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait que sur Internet, on commence à voir des gens qui nous préviennent, qui nous alertent qu'il risque de se passer quelque chose au mois d'octobre, on a Macron. Il y a quelques jours, Macron, n'est-ce pas lui qui vient de dire aux Français, attention, il y a certaines circonstances qui vont amener à devoir faire des sacrifices, peut-être suspendre certaines libertés. Là, il vient de faire une petite remarque sur le fait qu'on a vécu une époque d'abondance, mais que maintenant, les choses vont changer. Oui, évidemment, on parle du lien économique, etc. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je vous invite à vérifier de vous-même ce que souvent disent les médias. Vous allez remarquer une chose, c'est que si l'on voit les aspects économiques, si on voit les acteurs, les équations économiques actuellement, tout porte à croire que nous sommes dans une crise économique mondiale. Sauf que, évidemment, quand on dit crise, ça parle à l'opinion. Donc le mot crise est interdit d'usage. On va utiliser inflation, on va utiliser des termes un peu plus techniques que vous ne comprendrez pas. Mais on va essayer d'isoler successivement les phénomènes
pour que justement vous ne fassiez jamais les liens. Par exemple, on a entendu, oui, l'euro est passé en dessous du dollar. Alors, quand on a commencé à dire que l'euro était arrivé en parité avec le dollar, évidemment sur Internet il y en a plein qui disent oui mais c'est déjà arrivé, regardez, en 2000 l'euro était en dessous du dollar. En 2000 l'euro était en dessous du dollar. Excusez-moi mais l'euro a été mis en place en 2002, pas en 2000. À partir de 2002, oui, à partir de 2002, là, l'euro a commencé à augmenter vis-à-vis du dollar. Mais avant, c'était la mise en place, c'était les statuts. Donc l'euro n'a jamais été en dessous du dollar. Et puis même, certains vous diront, oui, mais bon, il y a des petites variations, ça peut arriver que des fois ça descend en dessous, mais ça remonte, etc. Oui, enfin là, ça fait quand même depuis 15 jours que l'euro ne remonte pas. Que de temps en temps, oui, il monte à quelques petits centimes au-dessus du dollar, puis redescend aussitôt. Donc si vous voulez, si l'euro reste constant sur une parité avec 1 euro, 1 dollar, voire même en dessous, on va être très clair tout de suite, ça va augmenter l'inflation. D'accord ? Il n'y a pas à tergiverser ou à tortiller du cul pour chier droit, ça va aggraver la situation. Donc ça, voilà, c'est un des éléments, si vous voulez, qui fait que le mot crise dans les médias est interdit. Et donc, le problème, c'est que si Macron s'amuse à certaines sémantiques, ça ne veut pas dire que c'est uniquement à cause de l'économie, ça peut dire aussi de commencer psychologiquement à préparer les Français que on va être obligé de prendre une décision. On va être obligé de faire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas laisser la situation pourrir comme ça. Donc, même Washington en ce moment où, je vous avais expliqué dans la précédente vidéo les primaires pour les postes à pourvoir pour le mid-term, où d'une manière générale c'est très instable, voire même ça commence plutôt à pencher pour les républicains, que aujourd'hui les démocrates ne savent plus quoi faire avec Biden et Kamala Harris, ils se font allumer de partout. Alors ils essaient de sauver un petit peu la situation en montrant qu'en effet, voilà, il y a une loi qui a été signée, c'est génial, c'est super, etc. Ben oui, mais le problème c'est que c'est des lois fédérales, ça ne veut pas dire que dans les États, ils vont l'appliquer. Oui, évidemment, les États qui sont sous gouvernance démocrate, ils vont l'appliquer. Mais les États sous gouvernance républicaine, ça ne veut pas dire qu'ils vont l'appliquer. Hein, j'avais déjà expliqué un petit peu le micmac du système américain. Là, je vous l'ai dit, Grande-Bretagne, Johnson est sur le départ puisqu'il a prononcé sa démission. Il y a actuellement en Grande-Bretagne des interviews, des émissions qui sont faites avec les potentiels successeurs à Johnson, dont une en particulier qui, lors d'une question posée par le journaliste, a répondu que de toute façon, nous sommes prêts en Grande-Bretagne à utiliser l'arme nucléaire. Pardon ? Et puis l'Union européenne. Alors, pour l'info, la France va envoyer, je crois, encore 2 ou 3 milliards millions d'euros à l'Ukraine. Je vous rappelle que c'est vous qui payez, hein, parce que c'est de l'argent emprunté. Donc l'argent emprunté avec les taux d'intérêt, c'est de la dette. Et la dette, c'est vous qui la remboursez, avec vos impôts. Hein, puisque de toute façon, avec les obligations d'État complètement fous, les mecs qui continuent à vendre des obligations alors que ça ne vaut plus rien. Enfin bref, c'est du délire. Donc, la question se pose à savoir comment se fait-il que tout d'un coup, on entend des propos, des discours, qui à un moment donné essaient de vous préparer psychologiquement.
vous préparez à quoi? À une crise financière qui risque de tomber? À plus de restrictions? Je rappelle que sur le plan énergétique, c'est toujours la petite guéguerre entre les différents pays européens. Nous avons la Bulgarie qui vient d'annoncer que finalement, elle va aller taper à la porte de Gazprom, c'est-à-dire les Russes, pour s'assurer leur gaz fourni pour l'hiver. Donc ça veut dire que l'Union européenne, allez vous faire foutre. Nous avons les Allemands qui sont en train de nous faire des enfants dans le dos un petit peu à droite à gauche, mais c'est normal, il n'y a pas de souci. Nous avons Macron qui dit oui, sanctions russes. Nous avons les Britanniques. Les Britanniques qui eux aussi ont décidé de suspendre les sanctions à l'encontre de la Russie pour reprendre certains accords, certaines activités commerciales avec la Russie, évidemment sur le plan énergétique. Nous avons Erdogan qui lui a le sourire jusqu'aux oreilles parce qu'il va revendre du pétrole à l'Europe plus cher, mais qui vient d'où? De Russie? Ah bah oui, non mais vous comprenez, non, on l'achète en Turquie. On l'achète pas directement en Russie. Mais oui, mais le pétrole que vous achetez en Russie, le pétrole que vous achetez à la Turquie, c'est du pétrole qui vient de Russie. Donc c'est pas du lien direct, mais c'est indirect. Donc c'est pareil. C'est même pire parce que, au lieu de l'acheter directement aux Russes, au prix coûtant, vous l'achetez aux Turcs, qui eux, foutent une commission dessus. Donc vous le payez plus cher. Mais en effet, vous n'achetez pas directement aux Russes. Vous achetez par un intermédiaire. Je rappelle la demande de Macron auprès de l'Arabie Saoudite de produire un peu plus de pétrole, qui a reçu lettre de non-recevoir. Puis vous comprenez, il y a le mondial qui arrive au Qatar, donc ça va occuper les esprits. Même si ça pose pas mal de polémiques, même si c'est un business qui va littéralement se faire sur le sang et la sueur. D'ailleurs, on a appris récemment que le Qatar avait décidé d'expulser, je sais, quelques centaines de travailleurs émigrés qui ont travaillé sur les installations sportives, etc., parce qu'ils ont osé manifester pour être payés. Parce qu'ils n'ont pas été payés. Putain, les droits de l'homme, là. Chapeau. Dans le genre hypocrisie absolue. Moi, je ne sais pas, hein, je serais fan de foot quand même. Il y a un moment donné où je me dis, ah non, je ne suis pas prêt à accepter de fermer les yeux juste pour le football, pour le show. Certaines valeurs et certains principes. Mais bon. Il y en a qui y vont à quand même le foot. Donc tout ça un petit peu cumulé, si vous voulez, quand vous mettez ça en parallèle avec cette information de certaines personnes qui vous disent attention, le mois d'octobre risque d'être mouvementé, bah vous vous dites peut-être que c'est pas faux. Peut-être qu'en effet, il va se passer quelque chose de pas très très bon pour la santé de notre planète et la santé de nos civilisations d'une manière générale. Alors imaginons, en effet, qui va intervenir en Ukraine? Avec qui? Sous quelle organisation? Ben évidemment, la première organisation qui est à même de pouvoir intervenir en Ukraine avec la structure, la logistique, etc., c'est l'OTAN. L'OTAN peut se donner, avec une mission de l'ONU, d'intervenir. Autant il faut que l'ONU donne son avis. Sauf que le problème, c'est que le Conseil de sécurité, États-Unis, Russie, Chine, France et Grande-Bretagne, je crois. Moi, je me trompe, je ne sais plus. Enfin, au Conseil de sécurité, vous avez quand même 2 pays qui, évidemment, vont dire non. D'où la raison pour laquelle vous avez certains organismes internationaux qui commencent à réclamer à l'ONU de faire en sorte de suspendre, pas de supprimer, mais de suspendre la Russie
de son siège permanent au Conseil de sécurité. Rendez-vous compte qu'ils en sont réduits à un point de ce que même à l'époque de l'Union soviétique, jamais personne n'avait osé y penser. C'est-à-dire de demander à ce que l'URSS soit dégagée du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc vous voyez, on fait souvent des points de comparaison avec la guerre froide, mais sur certains domaines, on a dépassé même ce qui s'est passé pendant la guerre froide. Parce que je rappelle quand même que pendant la guerre froide, on n'a jamais eu de confrontation directe avec la Russie, l'URSS, officiellement. Oui, j'entends, il y en a certains qui vont dire « Non, c'est faux, regardez le Vietnam, l'Indochine, certaines guerres décolonialistes, etc. » Oui, mais c'était des guerres décolonialistes. C'était la décolonisation. Que la Russie fasse de l'influence, que la Russie ait aidé, soutenu financièrement, militairement, matériellement ces pays à combattre l'Occident. Évidemment, les deux guerres les plus symboliques, c'est évidemment la Corée et le Vietnam. Bien sûr qu'en face, c'était des communistes, et que derrière ces communistes, qui les aidait, qui les conseillait, c'était d'un côté la Chine et la Russie. Parfois la Russie par l'intermédiaire de la Chine. Mais il n'y a jamais eu de conflit direct avec la Russie. Il y a eu des situations de crise. Le printemps de Prague, le mur de Berlin, avec au départ le blocus, le fameux blocus de Berlin, qui a été une des premières crises où ça aurait pu basculer. Et évidemment, la fameuse crise de Cuba. Mais il n'y a jamais eu de confrontation directe, militairement parlant. Alors que là, si jamais nous décidons d'intervenir en Ukraine, nous serons forcément en conflit avec l'armée russe. D'où la raison ou l'explication de dire mais non, on ne sera pas en guerre contre la Russie, c'est juste on veut pousser hors de Russie les Russes. Oui, enfin, ne foutez pas de notre gueule. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure des Malouines. Les Britanniques ont officiellement déclaré la guerre à l'Argentine. Et finalement, l'Argentine a perdu. Sauf qu'évidemment, l'Argentine n'a pas l'arme nucléaire. Sauf que là, la Russie l'a. Et beaucoup. Bien plus que nous autres les pays français. Même si notre stratégie nucléaire nous sert, ou tout du moins nous a servi un temps, pour nous faire respecter. Sauf que, même si nous avons notre stratégie nucléaire, à quoi elle sert aujourd'hui si elle est entre les mains de gens qui sont vendus à l'OTAN et au Washington? D'ailleurs, il y en avait un sur les réseaux sociaux qui m'avait dit oui, tout a commencé de façon à partir en vrille avec Sarkozy. Disons qu'en fait Sarkozy a été le premier symptôme évident, puisque je rappelle c'est Sarkozy qui a fait revenir la France dans le commandement de l'OTAN, que De Gaulle avait quitté. Mais je dirais qu'en réalité, De Gaulle aura été le dernier grand, puisque Pompidou, je rappelle, était l'ancien président-directeur général de Rothschild France, et que c'est lui qui a commencé à faire entrer et à laisser infiltrer la finance dans les structures de l'État. Giscard d'Estaing, la loi du 3 janvier 1973. Mitterrand, socialiste, bonjour, alors je vais faire plein de social. Ouais, sauf que si tu veux faire plein de social, va falloir sortir des chéquiers. Hein. Mais attention, hein, tu ne sors pas des chéquiers de la Banque de France, tu sors des chéquiers des marchés. Donc ça veut dire que tu fais des emprunts avec des taux d'intérêt. Donc ça veut dire que tu vas augmenter ta dette. Ah bah la dette, il l'a augmentée, hein, Mitterrand, il s'est éclaté. Hein, parce que de toute façon, il s'est vite rendu compte que de toute façon, il n'avait aucune chance.
que ceux qui étaient aux commandes, c'était les Américains, et pas l'Europe. L'Europe était un ersatz. Donc il a joué le jeu, il a participé à construire cette illusion. Bon, après, Chirac est arrivé au pouvoir, mais le pauvre Chirac, lui, s'est fait un petit peu dépasser par les événements lui aussi. Il était trop tard. Et puis arrivé Sarkozy, bon alors là, c'est le young leader. Hein. Alors là, c'est que ce soit Sarkozy, Hollande et Macron, là c'est le début du dépeçage. Hein. On dit. Mais bon, que voulez-vous? De toute façon, à partir du moment où les Français ne comprendront pas qu'il va falloir un moment se bouger le cul pour reprendre les rênes de la République, et qu'il ne faut pas laisser la République entre les mains de tous ces gens qui se font de l'illusion de démocratie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on ne comprend pas pourquoi Poutine a été réélu. On dit tout de suite, oui, de toute façon, il y a de la fraude, etc. Ben, peut-être qu'il a été réélu parce que les Russes savent qu'ils n'ont pas envie d'avoir un petit pion de Washington à la tête du pays, et qu'ils n'ont pas envie de voir leur pays reprendre sa politique de dépeçage ultralibérale, etc. Ah mais non, mais ça... Parce que je rappelle, hein, l'Ukraine, ça y allait, hein. Tout le monde s'est rué sur l'Ukraine, tout comme tout le monde s'est rué sur l'ex-Allemagne de l'Est. Les Allemands de l'Est, à un moment donné, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, plus rien. Vous n'avez plus d'usines, plus d'industrie, plus de compagnies, plus de sociétés, parce que tout a été vendu à des sociétés privées, et qui ont délocalisé là où ça coûtait le moins cher. Donc du coup, bah, vous allez falloir que vous trouviez du boulot ailleurs. Si tant est que vous soyez capable d'avoir les capacités, les qualifications pour trouver un autre boulot. Et après, on s'étonne que l'AfD, l'extrême droite allemande, fait des très bons scores dans les anciennes régions de ce qu'était l'ancienne Allemagne de l'Est. Donc, si nous intervenons en Ukraine, si nous suivons donc la politique de Zelensky de vouloir reconquérir l'Ukraine, ça veut dire qu'il va falloir reconquérir dans tous les territoires de l'Est de l'Ukraine, ce qu'on appelle le Donbass. La question qui va se poser, c'est, ok, si on reconquiert cette zone, qu'est-ce qu'on fait des Ukrainiens russophones? Non, parce que si vous laissez des Ukrainiens russophones entre les mains des Russes, des Ukrainiens ukrainophones, et plus particulièrement nationalistes, bon, il risque de se passer ce qui s'est toujours passé en règle générale. Hein, si on accuse les Russes d'avoir fait un massacre, un génocide à Boutcha, pourquoi les Ukrainiens ukrainophones s'interdiraient-ils de faire un génocide sur des Ukrainiens russophones? Je rappelle quand même qu'on en a déjà eu un exemple 27 avril, je crois, ou le 4 avril 2014, à Odessa. On avait eu déjà un petit avant-goût, hein. C'est pareil. On peut en parler. Même si, bon, dans le détail, l'histoire est assez complexe, etc. Mais, là où ça va poser problème, parce que si on reconquiert l'Est, conquise par les Russes, donc on reconquiert, pas de problème. Mais la Crimée, pour les Russes, la Crimée est russe. Elle appartient au territoire de Russie. On aura beau dire que les Occidentaux ne reconnaissent pas la Crimée comme étant territoire de Russie, Poutine, lui, va dire, si vous attaquez la Crimée, moi je réponds. Et je réponds de façon violente, brutale. Eh bien, je vous informe que c'est ce qu'il vient de dire il y a quelques jours, lors de son allocution. Et les livraisons d'armes en Ukraine nous montrent que ce que nous envisageons était finalement justifié.
Chers collègues, nos soldats, nos officiers remplissent leurs devoirs héroïquement et tous les objectifs seront remplis. Mais ce que je souhaite remarquer maintenant, j'en ai parlé au début de cette opération militaire spéciale, si quelqu'un souhaite s'ingérer dans les événements actuels, un tiers, alors ils doivent savoir qu'ils créeront une menace géopolitique pour nous et devront savoir qu'il y aura une réponse, une frappe de réponse rapide. Nous avons pour cela tous les instruments, des instruments que personne n'a aujourd'hui. Mais nous utiliserons ces outils si c'est nécessaire. Et je souhaite que tout le monde le sache. Toutes nos décisions à ce titre ont été adoptées. Une allocution où, évidemment, il n'a pas dit textuellement que, attention, si vous attaquez la Crimée, moi, je vous balance mes missiles. Il l'a dit d'une façon politique. Il l'a bien exprimé, le fait que si nous dépassons une ligne rouge, eh bien, il répondrait. Et qu'il n'hésiterait pas à répondre. Nous sommes prévenus. Donc, si jamais vous entendez Macron vous dire dans un discours officiel « J'ai décidé, avec nos alliés, d'intervenir militairement en Ukraine », eh bien, je vous conseille de quitter les grandes villes tout de suite, d'essayer de vous mettre ou de vous placer, on va dire, dans des endroits où vous serez en sens contraire des vents dominants. Hein? C'est-à-dire que si vous habitez là et que les vents dominants sont souvent dans ce sens-là, eh bien, essayez de trouver un endroit d'habiter plutôt haut dans ce coin-là. Certains, si vous avez compris ce à quoi je vais faire allusion, n'hésitez pas à l'expliquer dans les commentaires. Parce que fatalement, ça va être une situation ingérable. Ingérable, pourquoi? Parce que on l'a vu déjà avec l'assassinat de Daria Dugin. Alors, est-ce que c'était elle qui était visée? Est-ce que c'était son père Alexander Dugin, etc. Pour l'instant, on ne sait pas trop. On a le FSB. D'ailleurs, je vous avais donné une petite note dans ma précédente vidéo où je m'étais trompé, j'avais dit le SBU ou le BSU, je ne sais plus, enfin ça c'était le service secret ukrainien. L'héritier du KGB, c'est le FSB russe, qui évidemment met ça sur le dos d'une jeune femme d'origine ukrainienne qui serait venue en Russie avec sa fille, qui aurait assisté à une sorte de festival littéraire, etc., à laquelle avait assisté également la fille de Dugin, et que après l'attentat, cette jeune femme et sa fille se sont enfuies en Estonie. Voilà l'information officielle fournie par les Russes. Donc évidemment, l'Occident tout de suite, c'est russe, hein. C'est l'agence TASS, c'est de la propagande. Sauf qu'évidemment, aujourd'hui, si on analyse la chose, qui a tout intérêt à assassiner quelqu'un comme Dugin, si ce n'est les mouvements d'extrémistes russes, qui sont en lien et en chemise avec les nationalistes d'Azov, secteur droit et compagnie. Donc, c'est tout comme. Et évidemment, certains commencent à faire le lien avec, historiquement parlant, l'assassinat de l'archiduc d'Autriche en 1914 à Sarajevo, qui a été le déclencheur de la Première Guerre mondiale, par justement ces alliances. Donc si vous voulez, j'ai envie de dire, quand vous avez des gens sur Internet qui vous disent « attention, mois d'octobre », pas bon. Je pense que c'est des gens qui n'affabulent pas. Je pense que c'est des gens qui savent peut-être, comme vous et moi, à un moment donné, prendre différents éléments, différentes phrases, différents discours,
des petits événements, parfois insignifiants, mais qui mis en lien avec d'autres événements, etc. Je vous informe qu'on a appris qu'il y avait, alors je ne sais plus, là j'ai un trou noir, mais apparemment il y a un renforcement des positions militaires qui a été ordonné récemment, mais je ne sais plus où exactement. Je sais plus si c'est en Pologne, je ne sais plus exactement. Donc il y a du mouvement, si vous voulez. Il y a du mouvement, et non seulement il y a du mouvement, mais il y a des phrases, il y a des mots, il y a des allocutions, il y a des discours, qui à un moment donné vous dites, tiens, pourquoi est-ce qu'il utilise cette phrase? Pourquoi est-ce qu'il utilise ce mot? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Et je vais terminer pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait des mondialistes. Les globalistes, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à déclencher une troisième guerre mondiale? Est-ce qu'ils ont intérêt à ce que tout le monde se balance des missiles nucléaires dans la tronche? Et j'ai envie de dire, si jamais, parce qu'on a des outils, les fameux outils actuellement qui font polémique sur le fait qu'on peut suivre les avions privés de nos milliardaires, c'est que si un jour vous commencez à entendre que dans certains gouvernements, vous avez des ministres qui ont décidé de démissionner pour des raisons personnelles, que si vous voyez des milliardaires ou des gens influents commencer à partir dans des endroits qu'on pourrait appeler les trous du cul du monde, bien là, j'aurais envie de vous dire que là, il va falloir commencer à s'inquiéter. Parce que vous comprendrez bien que si demain ils décident finalement de faire l'irréparable, pensez bien que tous ces gens qui sont des puissants, les fameux 1% de riches, seront les premiers informés. Et que c'est les premiers qui vont se casser dans les endroits où il y a des bunkers anti-nucléaires, etc. Allez savoir. Mais alors dans ce cas-là, quel serait l'intérêt? Eh bien finalement l'intérêt, je le rappelle, les mondialistes et les globalistes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la destruction des États-nations. Ils veulent le contrôle des peuples. Ils veulent le contrôle de la masse. Or, force est de constater que là, le modèle sur lequel repose un certain nombre d'outils que les mondialistes utilisent est en train de s'effondrer. Et si ce système s'effondre, par définition, ils vont perdre certains de ces outils d'influence, ces outils de contrôle, ces outils qui doivent normalement leur permettre de détruire les États-nations et de prendre le contrôle sur les peuples. D'où l'accélération, vous en avez certainement entendu parler, de cette volonté de commencer à mettre en place les identités digitales. D'ailleurs, on a vu passer une vidéo récemment, où encore une fois de plus, on fait la promo de la puce RFI, qu'on vous colle sous la peau de votre main, et qui permet comme ça de faire plein de choses. J'ai ironiquement amusé d'un commentaire en disant comme ça va faciliter tous les voleurs, parce qu'au lieu de agresser, de taper, de torturer des gens pour obtenir des codes ou des mots de passe, il leur suffira de couper la main, comme ça ils auront la puce RFI, voire peut-être certains, peut-être un peu plus soigneux, qui vont faire une petite incision, qui vont prendre la puce et se barrer avec. C'est génial. Oui, le progrès. Oui, le progrès qui facilite les nains de jardin et les idiots utiles parce que c'est ludique, parce que c'est amusant, parce que c'est sympa, mais qui ne réfléchissent pas que ça va ouvrir la porte aussi à ceux qui ont l'intention, parfois, ou de mauvaises intentions, d'essayer de vous voler. D'accord? Ça, c'est un petit aparté. Sauf que, comme je vous le dis, pour mettre en place tout ça, ça prend du temps. Peut-être que le temps, ils ne l'ont plus. Peut-être que le temps est menaçant pour eux. Voir la situation économique se dégrader, voir la situation en Ukraine avoir des influences évidemment sur l'ensemble de certains facteurs économiques, voir la Chine commencer à avoir le hockey, voir les Américains qui vont commencer à reprendre du poil de la bête, voire même à sacrifier, s'il le faut, l'euro. Parce que ça, j'insiste bien,
les Américains, pour sauver le dollar, n'hésiteront pas à sacrifier et à flinguer l'euro. Soit bien clair. Ce que je vais réexpliquer pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Si demain l'euro s'effondre, si l'euro explose, à votre avis, tous les pays de l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils vont faire pour leurs échanges internationaux? Ils vont être obligés de se rabattre sur une monnaie. Et à votre avis, quelle monnaie va plus ou moins avoir la préférence des pays européens, si ce n'est le dollar? Si la France décide de quitter l'euro, elle peut rétablir une monnaie, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, elle continuera à travailler dans ces échanges internationaux, peut-être avec l'euro. Mais si l'euro disparaît, quelle monnaie la France va utiliser pour ses échanges commerciaux internationaux? Elle ne va pas prendre la livre sterling, elle ne va pas prendre le yuan, elle ne va pas prendre le yen. Elle va prendre le dollar. Tout bénef. Donc, vous voyez, toujours des petits détails intéressants à posséder pour bien comprendre parfois certaines situations, certains propos et certaines orientations. Et donc, je disais, finalement, ça serait une remise à zéro. C'est-à-dire que vous sauvez votre système qui est en train de tomber malade et qui va peut-être crever d'ici 2 ans, 1 an, quelques mois. Donc, avant qu'il crève, qu'est-ce que vous faites? Vous faites table rase. Vous savez, c'est comme dans une partie de Monopoly ou une partie d'échecs, etc., et que vous jouez contre un mauvais joueur, et que le mauvais joueur se rend compte qu'il va perdre. Mais pour pas affronter le fait qu'il va perdre, qu'est-ce qu'il fait? C'est un peu pareil. Sauf que ça serait fort coûteux. Alors oui, évidemment, il y en a certains qui vont dire oui, puis en plus de ça, l'avantage, c'est que ça permettrait de réduire la population mondiale. D'ailleurs, on a vu passer un article, je sais plus, TF1 ou BFM, si guerre nucléaire il y a, ce sont 5 milliards d'individus qui mourraient à court ou moyen terme. Attendez, pourquoi vous faites cet article? Pourquoi réduire la population mondiale? Génial. Sauf que le problème, c'est que les mondialistes, pour imposer leur fameux ordre mondial, finalement, puisque là, hop, on aura tout démoli, on aura tout foutu par terre. Il y aura quelques pays qui, en effet, réussiront à s'en sortir, dont un en particulier, et là, je peux vous garantir que ce que je vais vous dire là est totalement authentique et vrai, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit les États-Unis qui se redressent en premier, parce que ça, c'est quelque chose qui est très culturel chez les Américains, c'est que si vous leur foutez une baffe, en effet, ça va les secouer, mais le fait de les secouer, ça va les motiver, et les motiver à reconstruire. Alors attention, petit détail, reconstruire, si jamais demain les États-Unis venaient à subir une attaque nucléaire, il est évident qu'il y a des endroits où, voilà, ce sera abandonné. Ce sont des endroits qui seront abandonnés, parce qu'on ne pourra pas reconstruire dans ces endroits-là. Donc dans ces endroits-là, il y aura peut-être des survivants en effet, mais ce sera le Far West. Ce sera chacun pour soi. C'est avec tout. Alors, là, vous pouvez voir ça dans les films d'anticipation, les films post-apocalyptiques, etc. En effet, ça existera aux États-Unis. Mais vous aurez certains États qui, eux, par contre, pas trop touchés, qui pourront faire bon an mal an avec peut-être les retombées nucléaires, les retombées radioactives, etc. Pourront, en effet, mais ils auront la capacité de reconstruire. Ce qu'il n'y a pas en Europe. Réfléchissez bien à ça. Mais là, c'est vraiment le scénario le pire, je dirais. Le pire dans le sens où je ne suis pas certain que les mondialistes seraient gagnants. Ils seraient peut-être gagnants, en effet, en réussissant à imposer, à mettre en place leur ordre mondial, mais dans quel état? Et encore, ça ne serait pas sûr que ça marcherait. En revanche, si nous faisons une intervention
mais une intervention en calculant bien que, à un moment donné, nous voulons créer une situation de conflit, voire de front. Et au moment où on stabilise un front, on va voir Poutine, on dit écoute, on négocie. Mais par contre, laisse-nous du temps. Donne-nous du temps. Aide-nous à faire illusion. Parce que sur cette guerre, eh bien, nous allons pouvoir installer ce dont nous avons toujours voulu installer dans nos pays occidentaux. Et là, tout d'un coup, ça rejoint un petit peu ce qu'on entend chez Macron. C'est-à-dire que si jamais nous allons faire la guerre en Ukraine, mais une guerre arrangée, une guerre de telle manière à ce que jamais on fasse usage de l'arme nucléaire, une guerre où on enverra des gens se faire tuer, mais en réalité pour rien, parce que dès le départ, on aura négocié les conditions de cette petite guerre avec Poutine. Et là, Poutine, est-ce qu'il acceptera? À ce moment-là, est-ce que Washington pourrait lui dire, écoute, on a déconné avec toi, on s'excuse, on est prêt à te réintégrer comme partenaire privilégié, mais en échange, on va te demander un service. Tu vas nous aider à flinguer la Chine. Eh ouais. Et du coup, cette petite guerre en Ukraine, où Poutine, à un moment donné, dira « Ok, vous voulez qu'on fasse la guerre, on va faire la guerre, on va faire mumuse. Combien de temps vous voulez? Oh, donne-nous 1 an, 6 mois. » Et pendant ce laps de temps, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Il va se passer que dans la plupart des pays occidentaux, et surtout en Europe. Parce qu'aux États-Unis, c'est un peu différent parce qu'ils joueront peut-être un petit peu avec le feu, mais voilà, ils ne vont pas s'amuser à profiter de la situation pour faire ce qu'ils ont prévu de faire en Europe. Qu'est-ce qui va se passer en Europe? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que dans certains pays, ils vont tout simplement modifier, renforcer leur pouvoir sur les peuples. Et sur la France, situation de crise, crise majeure, engagement militaire contre un pays qui possède l'arme nucléaire, donc vous comprenez que là, on est obligé de prendre des mesures importantes, pour assurer la sécurité intérieure. Cette sécurité intérieure, comment l'obtenir? Tout simplement en faisant des lois. Une loi d'état d'urgence exceptionnelle, où l'on vous supprimera temporairement des libertés, où on vous expliquera que désormais il va falloir que vous acceptiez des règles, des principes, pour accepter, puisque si vous n'avez rien à vous reprocher, votre surveillance, votre contrôle, identité digitale. Mettre en place des procédures qui vous obligera à rendre compte de vos déplacements en dehors d'une zone définie, qui évidemment est celle de votre résidence principale et de votre travail. Que vous ne pourrez plus voyager en Europe sans rendre compte du pourquoi, du comment, du parce que. Que nous posséderons, détiendrons un certain nombre d'ascendants sur vous, qu'ils soient matériels ou financiers. Et accompagné évidemment d'une aggravation notoire de la situation vis-à-vis des quartiers, de la racaille, et que parce que la situation l'obligera. Souvenez-vous, hein, les discours que vous avez entendus sur la pandémie, lorsqu'il y a eu les restrictions, etc. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un virus. Donc cette guerre légitime que nous prenions ces décisions. Sauf que là, vous seriez en guerre, mais en guerre réelle, par sens propre du terme. Et là, dans ce cas-là, eh bien, on va décréter des lois. Et avec ces lois, eh bien, nous allons pouvoir peut-être faire pression, régler certains problèmes que nous ne pouvons pas régler actuellement parce qu'évidemment, ça fait remuer toute la sphère droit de l'homiste. Voire même peut-être
remettre un petit peu d'huile sur le feu, sur les conflits, sur une guerre sociale. Il y a d'ailleurs, on vient de voir la bande-annonce d'un film qui va être présenté sur Netflix. J'ai envie de dire, la création française sur Netflix. Oui, ça s'appelle Athéna. L'histoire de ce film, c'est... Alors le film ne sortira pas en salle. Et j'ai envie de dire, bien heureux pour les salles de cinéma. Parce que, comme ça, au moins, elles assureront la sécurité et la maintenance de certaines salles de cinéma. Alors le pitch, c'est suite à un événement, un jeune a été tué par la police, etc. Donc ça fait monter un petit peu la température, et là vous avez tout simplement presque une situation d'insurrection. Ouais, ça va donner des idées. Et donc pour revenir à ce que je vous disais, mettre de l'huile sur le feu sur une situation conflictuelle, je dirais même civilisationnelle, pour ensuite légitimer de dire, bon maintenant, voilà, nous sommes en guerre contre la Russie, nous avons besoin d'assurer la sécurité intérieure du pays, donc maintenant, le prochain qui fait le con, qui fait du rodéo, etc., une sommation, deux sommations, au bout de la troisième, on tire. Nous ne pouvons pas laisser ce genre d'individus proliférer et instaurer l'insécurité au sein de nos concitoyens. Bon, ce que je viens de vous dire là, c'est évidemment, c'est une analyse personnelle. Peut-être que ça se trouve, ils ne le feront pas et que continueront à laisser faire et à laisser aller. Mais tôt ou tard, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il arrive un moment où la raison ne peut pas laisser ces décisions, cette situation pérenniser. C'est que c'est voulu, c'est que c'est fait exprès, dans un but bien précis, de faire monter à un moment donné une partie des Français contre l'autre partie. Et puis, et là l'État arrive, insurrection, violence. Je rappelle, il y a une vidéo qui circule actuellement sur ce qui s'est passé à Nantes, dans un des quartiers chauds de Nantes, où il y a des gens qui ont commencé à tirer un petit peu partout. Il y a une femme qui a vu une balle arriver dans son salon, un truc comme ça. Ça se trouve, c'est peut-être des kalachnikovs qui viennent d'Ukraine, allez savoir. Et donc voilà, une guerre fictive, mais qui pour l'opinion sera une véritable guerre, mais qui permettra aux États de légitimer, de renforcer leurs outils et leurs appareils, et petit à petit de supprimer l'existence, la liberté, la souveraineté des peuples. Évidemment, sur le papier, ils sont toujours souverains, mais dans la réalité des faits, ils ne le sont plus. Vous savez, c'est un peu exactement comme ceux qui font référence aux États-Unis à la Constitution, comme en France, ceux qui pensent que le Conseil constitutionnel est là pour faire son travail, alors qu'en réalité, il le fait selon comment la girouette est orientée dans le sens du vent. Parce que malheureusement, nous sommes au bout du bout d'un bout où nous avons déjà dépassé la ligne de non-retour. Et que forcément, nous nous engageons en effet vers une direction où on extrapole en effet les différents scénarios, mais en réalité on va dans un inconnu. Et vous savez aussi bien que moi qu'aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés où il y a des gens qui détestent ne pas savoir. Et donc climat de peur. Et avec le climat de peur, eh bien tout d'un coup on se retrouve à penser, se dire, mais tiens, il y avait une jeune dame qui s'appelle Nathalie Klein, je crois, qui a fait un livre au début des années 2000, qui s'appelle La théorie du chaos. Là, tout d'un coup, on se dit, bon, évidemment, d'autres auteurs, d'autres analystes sont venus parfois à faire ce type d'analyse, se dire que il va y avoir un moment donné pour contrôler, pour réussir à mettre la main sur les peuples. Quand je dis les peuples, c'est aussi bien les peuples physiques que les peuples institutionnels. Sur les constitutions, sur les républiques, sur les démocraties. Transformer ces démocraties en démocraties fantoches. Puisque le pouvoir
le réel pouvoir sera maintenu par d'autres entités. Comme d'ailleurs ce qu'ils essaient de faire avec la Commission européenne, c'est-à-dire lui donner une position dominante, ascendante, sur l'ensemble des gouvernements et des souverainetés des États membres. Donc, voilà un petit peu, moi, ce que j'interprète, ce que je comprends sur l'avertissement qui nous est donné par certaines personnes concernant un octobre rouge. Est-ce que nous allons mettre le doigt dans le conflit ukrainien? J'ai envie de dire qu'il ne vaudrait mieux pas parce que personne n'y trouverait un intérêt. En revanche, est-ce qu'on pourrait trouver un compromis avec Poutine pour trouver une façon de fractionner l'Ukraine et d'éviter l'escalade? Sauf que le problème, c'est que quand vous entendez, vous voyez, vous lisez ce qui se dit aujourd'hui, on n'est vraiment pas dans un état d'esprit d'apaisement. On est plutôt dans un état d'esprit d'augmenter dans l'opinion le sentiment russophobe. Tout est lié. Le moindre pépin, le moindre pète, tout de suite, oui, mais c'est la faute des Russes. Regardez, aujourd'hui, vous avez des endroits qui ont décidé, alors je ne sais plus, je ne sais plus en France qui a décidé quoi. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet élu qui avait dit oui, toutes les personnes qui ont un nom de famille à consonance russe devraient se voir supprimer certains droits. C'est-à-dire que le mec est en train de proposer ce qu'avaient fait les Américains, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu l'attaque de Pearl Harbor, tous les Américains, je dis bien tous les Américains, c'est-à-dire nationalité américaine, mais qui étaient d'origine chinoise, japonaise, pardon, dans des camps. Attention, pas des camps de concentration, mais en fait des camps, voilà, c'est-à-dire qu'on les met sous cloche. Vous voyez? Alors si au XXIe siècle, vous avez des Français qui pensent cela, et que vous avez aujourd'hui des endroits qui ont décidé de dire tous les touristes ou toutes les personnes d'origine russe, interdits. On n'en veut pas. Si ça, c'est pas une décision russophobe, qu'est-ce que c'est? Est-ce que les Russes qui sont en France, que ce soit en vacances ou qui vivent en France, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas se poser la question, est-ce qu'ils ne sont peut-être pas forcément pro-Poutine? Au contraire, ils sont peut-être plutôt du sens de l'Occident. Donc c'est quoi le but? C'est de faire monter en fait une russophobie pour pousser les Russes à détester Poutine. Mais attendez, ça fait depuis 10 ans que vous essayez de faire ça, ça ne marche pas. Ça fait depuis 10 ans que vous vous servez d'une petite marionnette qui s'appelle Navalny, qui là vient de se prendre encore une condamnation, donc il va rester en tôle, le garçon. Mais non, c'est un opposant. Oui, mais c'est un opposant. Si vous regardez, vous remontez les soutiens, les financements, etc., vous allez retrouver toujours les mêmes. Donc, il y a un moment donné où on ne peut pas prendre les gens pour des cons indéfiniment. Alors oui, il y aura toujours des idiots utiles, et d'ailleurs ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, sauf qu'ils sont incapables de débattre, ils sont incapables d'argumenter. Et pour terminer, d'ailleurs, il y en a un récemment qui m'a soutenu mordicus que si Macron décide de faire une déclaration de guerre, il ne peut pas le faire s'il n'a pas l'accord du Parlement. Et bien il y en a quand même un qui me dit non, il peut le faire, il n'a pas besoin de l'accord du Parlement, etc. Alors, cette personne, je lui dis, mais dans la Constitution, vous avez l'article 35 qui stipule que le gouvernement ou le président de la République, s'il fait une intervention militaire, en effet, il n'a pas besoin de l'autorisation du Parlement. En revanche, il doit établir le rapport et avertir et alerter le Parlement 3 jours après le début de l'intervention, de telle manière à ce que le Parlement soit averti, informé des raisons pour lesquelles le gouvernement et le président ont décidé de faire cette intervention militaire.
Mais en ce qui concerne une déclaration de guerre, le président de la République et son gouvernement sont obligés de passer par le Parlement. C'est le Parlement, la représentation du peuple souverain, qui décide. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, vu l'état du Parlement, si Macron propose une déclaration de guerre, etc., ça se trouve, ils vont réussir de faire des jeux d'influence, etc., pour que le Parlement vote. Oui, c'est fort possible. Quoique, au vu de l'état du Parlement aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de politiciens qui commencent à se réveiller et qui se disent, moi je ne vais pas dire amen à tout quand même, hein, parce qu'il y a un moment donné, si jamais ça clash, j'ai pas envie de me retrouver sur une liste noire. Ça, il y en a quand même qui commencent à réfléchir à ça. Et donc j'avais dit à ces personnes-là, voilà ce que dit le texte. Et ben non. Le mec il continue à me dire, vous venez de dire que ce que je vous ai dit c'est vrai. Je dis non, ce que vous avez dit c'est sur une déclaration de guerre. Ce que je vous explique c'est sur une intervention militaire. Vous savez faire la différence entre intervention militaire et déclaration de guerre? Il y en a beaucoup qui bug, hein, souvent. Ils bug ou alors ils vous insultent. Donc, voilà. Donc, voilà ce que je pouvais éventuellement vous résumer sur ce qu'on pourrait entendre ou voir sur ce que certaines personnes aujourd'hui sont en train de nous alerter sur ce qui pourrait se passer en octobre. Ce qui pourrait se passer en octobre, il y a aussi la situation financière, la situation économique. Il se pourrait que l'octobre soit aussi un mois où nous connaissions un krach financier. Sauf qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, ils veulent éviter le krach financier ou éventuellement s'il y a krach financier, eh bien ils vont couvrir ça du tapis d'une guerre en Ukraine. C'est-à-dire que là, l'argument qui est de dire que finalement, lorsqu'on est au bord du gouffre d'une situation financière, économique, mondiale, que vous commencez à voir des peuples qui manifestent un peu partout à travers le monde, qu'il y a une sorte de rage, haine qui commence à s'exprimer contre les institutions, contre ceux qui ont le pouvoir, contre les riches. Il y a un moment donné, il y a deux solutions. C'est soit vous disparaissez et puis vous laissez la situation pourrir et péter, ou alors vous faites péter quelque chose pour reprendre la main et reprendre votre ascendant et le pouvoir et le contrôle. C'est ce qu'ils ont essayé avec les Gilets jaunes. Hein. Les Gilets jaunes étaient bien une expression populaire, mais une expression populaire d'une diversité absolue. Oui, bien sûr que vous allez trouver forcément des antisémites, vous allez trouver des racistes, vous allez trouver des extrêmes droites, mais pas que. Vous allez trouver en grande majorité des gens qui sont ni politisés, ni idéologiquement d'un bord ou d'un autre, mais qui en ont juste ras le bol. Gros sur la patate. Or, comme ce message peut-être commençait un petit peu à se divulguer en disant que non, nous ne voulons pas de récupération politique, nous ne voulons pas de récupération des syndicats. Je rappelle, hein, quand les Gilets jaunes ont commencé à manifester, les syndicats ont commencé à arriver en disant ouais, attendez, nous on est avec vous, etc. Par contre, il faut qu'on s'organise et tout. Non, pas de récupération, dégage, fous le camp. Donc ils ont perdu le contrôle. Donc, ayant perdu le contrôle sur un mouvement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont foutu plein d'étiquettes, ils ont fait plein d'amalgames, ils ont envoyé les flics, ils ont tiré sur des gens, ils en ont éborgné, blessés, extropiés, etc. Tout ça pour faire peur. Ça a fonctionné, puisqu'il y a des gens, à un moment donné, qui n'ont plus voulu aller manifester, parce qu'ils se sont dit, attends, moi, j'ai pas envie de laisser un œil, ou une main, ou un truc comme ça. Ça fonctionne. Sauf que le noyau dur, lui, a toujours résisté. Et il est toujours là. Même si on n'en parle plus, les Gilets jaunes sont toujours là. Les Gilets jaunes continuent à manifester tous les samedis. Mais évidemment, les médias ne vous en parlent pas. Ils ont disparu de l'espace médiatique. Ils ont disparu de la visibilité médiatique. Donc, advienne que pourra, restons vigilants, observons un petit peu, quoique là, depuis quelque temps, il y a quand même des propos, des attitudes, des décisions, etc., qui commencent à se dire que ça commence à sentir le roussi. Donc à suivre. Donc rappelez-vous, hein,
peut-être qu'il va se passer en effet quelque chose, donc soyez prévoyants, soyez observateurs, comme si ça se trouve peut-être qu'il ne se passera absolument rien au mois d'octobre, mais quand même, c'est intéressant de le savoir, c'est intéressant de le connaître, et c'est intéressant peut-être de s'y préparer. Sur ce, bon courage à vous tous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.